Qu'est-ce que la confiance en soi? Qu'est-ce que l'image de soi? Qu'est-ce que l'amour de soi? Aucune personne au monde sur cette terre ne vaut plus que toi. Hey! Bienvenue dans mon univers. À votre santé, la semaine a passé super vite, hein. Soyez les bienvenus. Voilà, lundi, vendredi, ça y est, tout le monde est crevé, tout le monde a l'impression d'être jamais parti en vacances. J'ai invité aujourd'hui Bakary Diakhaté. Bonjour Bakary. Bonjour à tous, bonjour les auditeurs. Coach formateur, spécialiste de la connaissance de soi et des autres. Exactement, c'est mon credo. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Voilà, et c'est C'est de Bakary. c'est de Platon, où on l'attribue à Platon, mais c'est sur le temple de Delphes. Voilà, bakary.fr, c'est votre site. On va parler justement de la connaissance de soi et des outils qui existent pour mieux se connaître. Mais finalement, pourquoi les gens ne se connaissent pas eux-mêmes? Alors c'est le postulat que j'avance. Je pense que la connaissance de soi, c'est le cœur de tout. C'est la base de toute chose. Et je crois que si nous avions tous conscience de qui nous sommes, de notre puissance intérieure, ouais. Bah, clairement, on n'aurait pas les mêmes objectifs, on n'aurait pas les mêmes visions. Et le monde, je pense, serait beaucoup mieux. Mais pourquoi? On se connaît mal, enfin, je veux dire, tout le monde, tous ceux qui nous écoutent ont l'impression de très bien se connaître finalement. C'est même eux-mêmes qui se connaissent le mieux. Bah, exactement. Donc, alors concrètement, est-ce que tu connais tes valeurs profondes? Oui. Est-ce que tu connais ton système émotionnel? Ce langage émotionnel qui te parle et qui te dit, voilà, quand il se passe quelque chose, boum, tu as un choc émotionnel. Bon, D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut te dire, ça, en fait? Pas très doué là-dessus. Je veux dire, franchement, non. Voilà, donc j'arrive pas finalement à nommer précisément ce qui m'arrive au moment où ça m'arrive. Est-ce que tu connais les choses qui te motivent profondément, c'est-à-dire ce qui fait que tu agis de manière automatique? Ah oui. Alors, dis-moi, explique-moi. Mes champs de motivation, c'est la connaissance et c'est la congruence. Magnifique. Moi, c'est de faire ce que je dis que je fais. J'ai un ratio, c'est 95%. Ok. Il faut que je fasse 95% de ce que je dis que je vais faire. Après, il faut savoir qu'il existe des outils de profilage qui sont encore plus inconscients et qui te donnent tes drivers conscients et inconscients. Et un driver, c'est... Un driver, ça va être par exemple, une personne va avoir le driver de vouloir absolument marquer sa différence. Ou par exemple, prendre le pouvoir, prendre le contrôle. Et c'est de manière inconsciente. Donc, par exemple, une personne va se retrouver face à d'autres personnes dans une pièce. Elle va tout de suite remarquer les émotions qui se véhiculent, les champs de pouvoir, et ça de manière inconsciente. C'est quoi? On appelle ça le radar souvent. C'est quoi? C'est de l'intuition, un radar? C'est de l'intuition. C'est une personne qui a développé, alors, à la suite de son expérience de vie, une sensibilité à ça. Alors, clairement, en fait, notre personnalité, à nous, c'est nos blessures émotionnelles. C'est des chocs émotionnels, positifs ou négatifs qu'on a vécus, qu'il faut qu'on est attentif à certaines choses. Par exemple, un enfant qui a été maltraité, par exemple, il va être attentif au moindre pas de son père, au moindre petit mouvement de son visage qui pourrait montrer qu'il est énervé, ou qu'il n'est pas bien, ou qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Et du coup, il s'adapte à ça. Alors, Bakary, vous avez grandi dans une famille très nombreuse. Exactement, j'ai 14 frères et sœurs. Et comment est-ce qu'on trouve sa place et justement, on arrive à savoir qui on est dans une famille où on est 15 enfants? Écoute, on fait comme on peut. On fait comme on peut pour trouver sa place, pour s'exprimer, pour faire son chemin. Je pense aussi que ça forge, parce que moi, ça m'a forgé, dans le sens où, quand j'étais petit, on n'avait pas tout. On n'avait pas toutes les dernières chaussures de marque à la mode. Il fallait que je me batte pour obtenir ce que je veux. Il fallait que je me batte pour montrer ma place et pour apprendre à me connaître. Oui, parce qu'il faut se positionner dans une famille de 15. Vous étiez à quelle position? Alors moi, je suis le quatrième, donc j'ai 3 sœurs au-dessus de moi. Ouais, voilà. Vous êtes donc le premier garçon? Je suis le premier garçon, donc grosse pression sur les épaules, tu vois. mais après, c'était malgré tout, voilà. Je suis issu d'une famille assez pauvre. Mon père était ouvrier. J'ai 14 frères et sœurs. Mais malgré tout, voilà, il y avait pas mal d'amour quand même dans notre famille. Il y avait des valeurs. Il y avait le temps pour ça, il y avait les valeurs. Et après, c'était la fête aussi, c'était l'ambiance. Il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance. Quand tu as 14 enfants, il y a de l'ambiance à la maison. Non, mais il faut expliquer que finalement, pour se faire entendre, pour pouvoir avoir, par exemple, son temps de parole,
Ah oui, faut voir comment ça fonctionne, faut essayer de prendre sa place au bon moment. C'est vrai que les parents n'ont pas forcément le temps de tous écouter tout le monde en même temps, mais ouais, il faut pas se laisser faire en fait. Les caprices et la jalousie, comment ça s'exprime dans une famille où il y a 15 enfants? Bah, ça crie, ça tente différentes approches. Moi, je sais que mon père il était beaucoup plus facile, beaucoup plus doux que ma mère. Ma mère, c'était la chef un peu de la maison. Donc, quand la mère a dit non, on tente avec le père. Voilà. Et puis, on sait tout de suite se mettre dans l'état émotionnel qu'il faut pour attendrir. Alors, c'est pas évident, hein, parce qu'il a des limites aussi, mon père. On peut pas dire oui à tout le monde. Enfin. Voilà, il peut pas dire oui à tout le monde. Ouais. Et du coup, moi, j'ai développé des stratégies pour avoir ce que je veux. Vous pensez que le fait de grandir justement dans cette très grande famille, ça vous a permis d'affûter et finalement d'acquérir des stratégies qui aujourd'hui sont utiles pour vous dans ce que vous faites? Bien sûr, ça m'a permis déjà d'avoir un regard différent sur le monde, dans le sens où quand tu as une famille nombreuse, que tu vois des dissonances, parfois mon père, même si c'est malgré lui, il a été injuste dans sa manière de faire, moi ça a développé en moi une sorte de regard critique entre ce qu'on me dit et ce qui devrait être ou ce qui est le bon sens. Donc j'ai développé ça au sein de ma famille, j'ai développé ça de manière générale dans la société, ce regard en fait un peu critique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent pas mon logiciel. Ça veut dire qu'est-ce qui par exemple passe pas votre logiciel? Je sais pas, quand on me dit par exemple que alors pour donner un exemple concret, par exemple travaille toute sa vie pour payer sa retraite. Pour moi ça passe pas mon logiciel. Je pense qu'on ne doit pas attendre la retraite pour profiter de sa vie. On doit le faire maintenant. Bah oui, heureusement. Alors ça n'empêche pas de travailler, mais par exemple ça c'est un message qui véhicule. Par exemple, je sais que dans ma famille il y avait cette petite croyance que les riches sont mauvais. Et ça pour moi pareil, c'est un truc qui passe pas à mon logiciel. Dans le sens où je me dis mais en fait moi je vois des personnes ils sont riches mais ils sont bien, et je vois des personnes ils sont riches ils sont pas bien, et pareil pour les pauvres. Donc il y a des choses comme ça, et vous, dans votre famille, qu'est-ce qu'il y avait comme rapport à l'argent finalement quand vous étiez jeune? Il y en avait de l'argent ou pas? Alors s'il y avait peu d'argent, mon père gagnait 1700 €. Alors, heureusement il y avait les allocations pour qu'on puisse, gérer. Et donc on vivait avec un peu le strict minimum. Mon père il dépensait très peu, il était très économe. Même pour les courses, il regardait là où c'était le moins cher pour qu'on puisse subvenir. Alors ça a été, hein, on a pu gérer, mais il y avait cette croyance que voilà, quand tu es riche, en fait tu voles aux autres en fait. Vous avez fait de l'argent par la suite dans votre parcours. Vous travaillez dans une banque. Exactement, j'ai travaillé 7 ans en tant que conseiller bancaire. Donc j'étais cadre moyen, j'ai gagné ma vie correctement, convenablement. Je partais en vacances. C'était la petite vie sympa. Ouais. Et quel rapport vous aviez à l'argent? Alors moi, je suis complètement décomplexé avec l'argent. Donc j'ai choisi de travailler justement dans un domaine où il y a de l'argent. Donc j'étais conseiller bancaire, je donnais des conseils financiers aux gens dans le but de les enrichir. Et puis je mettais en place des solutions, des stratégies pour qu'ils puissent investir en immobilier, placer leur argent, faire des crédits. Et il y avait aussi toute la dimension assurance, protection du foyer. Ce que j'aimais bien, c'était de créer des stratégies pour aider les gens à s'enrichir. Ouais, c'était facile pour vous d'arriver avec votre pull rose en entretien d'embauche? Alors c'était compliqué, hein, c'était compliqué. Je me suis formé au métier de la banque, donc j'ai appris toutes les techniques, etc. en école. Donc j'ai eu la théorie, mais quand je suis arrivé sur le terrain, c'était un petit peu la douche froide. Ouais. J'avais des objectifs très élevés. Je ne sais pas si tu vois, élevé comme ça, hein, tu vois. Ouais. Et des résultats... Ça passe pas à la radio, mais c'est haut. Très très bas, quoi, tu vois. Non, j'avais des résultats très très bas parce que j'avais pas la gueule de l'emploi en vérité. Voilà, moi je suis grande, black, baraqué, et un conseiller bancaire idéal, il a pas cette tête-là en vérité. Hein. Ouais. Il n'avait pas. Il avait pas cette tête-là. Donc, il y en a plus. Et donc en plus j'étais jeune, je suis arrivé, j'avais 22 ans, je me retrouvais face à des personnes 50 ans, 40 ans, et c'est moi je vais te donner des conseils sur comment tu vas gérer ton argent. Donc c'était pas simple. Et donc j'ai dû sortir stratégies, j'ai dû sortir des rames pour apprendre. Du coup je me suis dit bon ok, ça sert à rien de lutter contre le vent. Si tu veux réussir, il faut que tu te formes, il faut que tu trouves des stratégies pour être un bon conseiller bancaire. Donc je me suis battu pour devenir un bon conseiller bancaire. Je me suis entouré d'un mentor
Il s'appelait Jean-Marc Naël. D'ailleurs, je lui passe le bonjour s'il m'entend. Mais comment ça se passe? Parce que tout le monde parle de mentor. Quand on veut justement les conseils de quelqu'un, comment on procède? On va le voir, on lui dit voilà, j'aimerais que tu sois mon mentor. Comment vous avez procédé? Alors, je ne vais pas poser la question comme ça, mais en gros, tu vas le voir, tu lui poses des questions sur ouais, voilà, moi j'aimerais apprendre le conseil, les techniques, comment tu fais, je vois que tu es bon. Et en fait, c'est à l'audace. Tu vas le voir et il peut dire oui, il peut dire non. Mais il y a des gens, des personnes qui ont atteint une expertise, ils adorent en fait transmettre ça. Alors après, ils ne vont pas le transmettre à n'importe qui, parce que quand tu donnes un trésor qu'ils ont mis du temps à construire, ils veulent le donner à la personne qui a le regard et qui veut absolument l'obtenir. Et donc, tu tentes. Et il aurait pu me dire non. Il m'aurait dit non, j'aurais cherché un autre, tout simplement. Donc, j'ai demandé qu'il m'apprenne, qu'il m'explique comment il faisait. Il est venu assister à mes entretiens. Il m'a drivé. Il a commencé à me dire ouais, ça, non, tu dis ça plutôt comme ça. C'est toute une stratégie, hein, la vente et le métier de conseiller commercial. C'est vraiment. Mais en fait, ça s'apprend, c'est ça. Ça s'apprend. C'est un métier, ça s'apprend. Il y a des techniques, il y a des stratégies, ça s'apprend. C'est beaucoup de psychologique. Et c'est mes premiers pas en profilage, entre guillemets, de personnalité. Dans le sens où, en fonction de la personne que tu as en face de toi, tu vas adopter un discours qui correspond à son profil, à son type. Ouais, voilà. Ça qu'il faut savoir, c'est que c'est un boulot, on a les bases, mais si on veut être un bon, il faut aller au-delà. C'est ça, c'est ça. Et il faut du temps, il faut de la pratique, il faut essayer. Moi, j'ai tendance à essayer plein de trucs, donc j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Comme quoi? Jusqu'à trouver. Ouais. Des fois, c'est par exemple proposer trop vite le produit alors que le client il ne sait même pas c'est quoi. Des fois, ça va être pas bien préparer l'entretien. Plein d'erreurs, des petites erreurs comme ça qui vont pas en fait. Et des fois, ça va aller jusqu'à dire la mauvaise phrase par rapport au client qui est en face de toi. Et là, c'est mort. Ça tue tout. Ça tue la vente. Ça tue tout. C'est-à-dire que tout se passe bien et tu sors une phrase, bam. Ouais, merci, je vais réfléchir. Karim, qu'est-ce qui fait que vous avez quitté cette cage dorée, finalement, un salaire tous les mois, une voie tracée, un poste de directeur à 50 ans? En fait, le truc, c'est que je me suis installé, j'ai commencé à devenir un bon conseiller financier. Et au bout d'un moment, quand tu es au sommet, c'est bien, ça te fait plaisir, mais tu te rends compte que ça dure 2 secondes. Ça dure, j'extrapole un peu, quand je dis ça dure 2 secondes, en général, c'est très peu. Quand on acquiert une nouvelle chose, une nouvelle voiture, on achète une nouvelle maison, ça dure 2 secondes. Et quand tu es au sommet dans ton métier, parce que j'étais au sommet, j'étais dans le top 500 national, j'ai gagné des prix, j'étais le meilleur vendeur de mon bureau, etc. Après, à un moment donné, tu dis, ouf. Ça y est, il y avait une insatisfaction. En fait, ça vous nourrissait plus. Ouais, ça me nourrissait plus en fait. Je me suis dit ouais, c'est tout. Je me suis projeté un peu dans le futur. J'ai fait un voyage dans le temps à l'époque. Alors ça, c'est une stratégie que vous développez. Exactement. Vous arrivez à voyager dans le temps. Alors, vous voyagez dans le futur ou dans le passé? Et les deux. Futur, passé, changement futur, la totale. Je me fais plaisir. Alors comment on fait? C'est une technique de visualisation. Tout simplement, tu te mets en cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, tu prends des grandes inspirations, une expiration. Est-ce que vous pouvez inspirer devant votre micro? Alors, on va tenter, on va essayer de faire ça. Allez-y. Donc, tu fais ça pendant à peu près 2-3 minutes. Et ensuite, tu te projettes. Tu t'imagines dans 5 ans. Comment tu es, comment tu t'habilles, où est-ce que tu vis, quel est ton environnement. Et le cerveau, il sait le faire facilement, ça, parce que c'est une grosse machine, c'est une grosse calculatrice, le cerveau. En 1 seconde, il peut te calculer, si je continue les mêmes habitudes, le même train de vie, dans 5 ans, j'arrive à tel résultat. À peu de choses près, c'est ça. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, ok, à la retraite, je vais me retrouver avec un salaire de 4 000, 5 000 euros par mois, directeur d'un bureau de poste. Par parenthèse, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui seraient très contents avec ça, je ne vais pas dire, mais bon, ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas mal, mais voilà, sauf qu'il y a aussi le sens que je veux donner à ma vie. Donc, cadre dans une grande entreprise, et déjà à l'époque, je commençais déjà à vivre pour mes 5 semaines de congés payés, donc je me dis à 50 ans, ça va être compliqué pour moi de continuer dans ce train de vie-là, et je me dis pourquoi je vais m'arrêter à ça? Est-ce que je ne peux pas apporter plus au monde? Est-ce que je ne peux pas faire plus, quelque chose qui me ressemble plus? Et donc, je me suis posé cette question-là. Après, c'est à la suite d'un événement douloureux que j'ai vraiment décidé de tout remettre en question ma vie. On peut en parler ou pas? On peut en parler. En 2012, en fait, j'ai perdu ma mère. Donc là, c'était un vrai choc émotionnel pour moi. C'était la première fois de ma vie que j'étais confronté au décès d'aussi près.
C'est vraiment la première fois que j'étais confronté au décès d'aussi près. J'ai eu des décès, mais vraiment tellement éloignés, la personne, je ne les connaissais pas. Et avant cet événement-là, moi, je croyais que j'étais immortel. Je me suis dit, ouais, c'est ça, voilà, je suis jeune, ça sera plus tard, on verra. De toute façon, et je ne pensais pas trop à tout ça. Et là, je me suis dit, ok, bon, en fait, j'ai qu'une vie. Je ne suis pas immortel. Et quel sens je veux donner? Vous avez qu'une vie dans celle-là. J'ai qu'une vie dans celle-là, parce qu'en vérité, en creusant, c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, ceux qui vont venir à ma formation, ils vont voir qu'en vérité, est-ce que la mort n'est pas une illusion? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais figurez-vous que c'est pas celle à laquelle on va répondre ce matin. Alors on n'est pas à la banque, mais on vit et on fait de la publicité. Dans un instant, Bakary, vous revenez. Vous allez nous présenter un outil qui est très puissant, un outil de profilage, puisque c'est du profilage de personnalité dont on parle ce matin. Ça s'appelle l'énéagramme. C'est un outil de profilage de personnalité. On peut tous se retrouver dans cet outil. C'est un outil qui est très puissant, très fin.